nos entraves. Debout, debout, debout. Il faut croire les femmes quand elles parlent. Quand elles révèlent les violences, on sait qu'elles ne révèlent jamais les violences au niveau qu'elles vivent. Il n'y a pas de petite violence. Si on veut moins de féminicides dans notre pays, il faut penser que dès les premières violences révélées, on protège. Bonjour. Bonjour. Carole, où est Carole? Le cycle des violences, on a travaillé à une fiche, un graphique, ça je suis très contente. On va faire encore quelques modifications et après ce sera prêt. Voilà, donc d'un côté le cycle de la violence tel qu'il se présente et de l'autre l'évolution de ce cycle. Et ça je trouve ça très intéressant, très bien. Voilà. On a le sujet pour mars, violence sexuelle sur les enfants, c'est parfait. Bon, l'idée de l'observatoire est née au moment de la discussion autour de la Charte des droits fondamentaux du Conseil de l'Europe en 2000. Les élus du conseil départemental de l'époque ont voulu une discussion autour de cette charte, initier des ateliers avec des responsables syndicaux, associatifs, des professionnels du conseil départemental. Ce qui est ressorti de ces débats, c'est que la violation des droits fondamentaux la plus répandue, c'était les violences faites aux femmes. L'observatoire mesure l'ampleur des violences. L'objectif, évidemment, c'est de protéger les femmes, de leur permettre donc de reprendre leur vie en main, ça c'est pour moi le plus important, et aussi que les professionnels puissent comprendre les mécanismes, parce qu'on a absolument besoin de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, si j'ose dire. Donner une idée précise que la violence, ça existe. Et d'ailleurs, on est capable de vous donner des chiffres. Mais oui, on peut s'en sortir. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir dire aux dames. C'est-à-dire, quand vous allez rencontrer les dames, vous allez pouvoir dire « j'entends ce que vous subissez, je vous crois, etc. » Mais on va pouvoir dire « on peut vous aider ». Il y a des dispositifs qui existent. Et c'est ça, l'observatoire. Pour moi, c'est ça. L'observatoire est un endroit où on peut penser, où on peut prendre les idées des autres, échanger avec des gens qui sont intéressés par la question, ce qui n'est pas si souvent ça. Et puis, l'observatoire a une grosse force d'efficacité en mélangeant des professionnels qui sont chargés, qui devraient être chargés de la protection des violences des femmes et des enfants, des femmes, et donc les policiers, le tribunal, les juges d'application des peines, les juges des affaires familiales, etc. Ces gens-là, ils viennent à l'observatoire. Donc, on va pouvoir essayer de les aider à comprendre la violence et à modifier leurs pratiques. Bien connaître les mécanismes, ça aide à poser les bonnes questions, à avoir les bons réflexes et à bien travailler. Donc c'est aussi ça notre objectif. Et à connaître la stratégie de l'agresseur, c'est très important parce que ça va permettre de décrypter les situations, de déculpabiliser la dame par rapport à la situation, parce qu'elle va comprendre que c'est lui qui l'a enfermée dans un piège, qu'elle n'y est pour rien, puisque c'est notre objectif, qu'elle comprenne que c'est pas elle la responsable des violences, mais le seul responsable, c'est lui l'agresseur. La première fois qu'on s'est vus, c'était à une soirée chez des amis communs. Il n'a pas arrêté de me faire rire. Pendant plus d'un mois, on se parle par téléphone, on se raconte tout. Je me sens bien avec lui. Il a tout de suite compris que j'avais des réticences à me remettre en couple. J'ai déjà 3 enfants d'un premier mariage. Je suis pas trop du genre à me laisser convaincre facilement, mais il était tellement attentionné et gentil. J'étais aux anges. Il venait me chercher au travail pour m'éviter les transports, il me faisait des surprises. Il était de plus en plus présent, même quand je sortais avec mes copines. Ce que je me dis à ce moment-là, c'est il est possessif, mais de la bonne façon. Et il y a quelque chose qui change chez lui, mais je le vois pas tout de suite. Il voulait toujours savoir où j'étais, il devient de plus en plus jaloux. Au début, j'arrivais à le calmer, mais toutes les raisons sont bonnes pour qu'il se mette en colère, pour qu'il m'insulte. Et puis il y a eu la première claque. Ces femmes ne sont pas rejointes par la société, elles sont isolées, et souvent elles se disent « mais la société ne me comprend pas, peut-être que c'est moi qui me trompe ». Avec l'observatoire, elles savent qu'il y a un point fixe,
qui leur dit « Non, vous ne vous trompez pas, ce que vous vivez, la loi l'interdit ». Ça, c'est fondamental. Et c'est aussi fondamental parce que l'Observatoire a une capacité d'action. Et dans cette rencontre avec l'Observatoire, en ce qui me concerne comme juge, ça m'a permis de rester totalement dans mon tribunal et dans mon cabinet de juge des enfants, mais aussi d'en sortir pour participer à une action de protection. La première chose, c'est de former les professionnels pour que les professionnels, lorsqu'une femme cherche de l'aide, soient en mesure de le faire. Deuxième élément, c'est d'informer les citoyens, citoyennes de ce département et de la France entière sur les violences, leur impact, comment ça marche. Et la troisième chose, ça sera la prévention, et là on s'adresse à la jeunesse, pour prévenir, mais pas qu'à la jeunesse, à l'ensemble de la population. Et puis le dernier élément, ça sera la sanction. Nul n'est à l'abri d'un dysfonctionnement. L'objectif, c'est de le regarder avec lucidité, et à partir de là, d'un dysfonctionnement, améliorer les dispositifs. Pour nous, c'est très important. Les dispositifs, aujourd'hui, il y en a un certain nombre. Pour faire très rapidement, c'est l'Observatoire de Seine-Saint-Denis qui a quand même créé le téléphone grave danger pour protéger les femmes en très grand danger. La mesure d'accompagnement protégé pour protéger les enfants et les dames dans le cadre du droit de visite. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un moment très dangereux pour les dames, pour les enfants. Donc aujourd'hui, on a mis en place une protection, c'est-à-dire une tierce personne qui va venir les chercher, les enfants, chez madame et les amener dans le droit de visite chez monsieur. On va voir l'espace de rencontre protégé qui va être pour des hommes encore plus violents. Et puis, on va voir d'autres dispositifs tels qu'un toit pour elles. L'aboutissement, c'est le relogement. On va avoir également le féminicide, la prise en charge des enfants orphelins suite à l'assassinat de la mère ou l'assassinat du père, mais principalement de la mère. Et puis on en a un très beau quand même, Jeunes contre le sexisme. C'est un dispositif qui est fait pour sensibiliser les jeunes de 3e, des collèges de 3e, à la question des comportements sexistes et violents. Il hurlait dans la voiture, « Sale grosse pute, pourquoi tu as parlé avec mon ami ?» À ce moment-là, il m'attrape par les cheveux et me tape la tête contre son volant. Là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai le nez en sang, je suis tétanisée, mais j'arrive quand même à m'extraire de la voiture. Il s'excuse en prétextant des problèmes avec son travail. Il me dit qu'il m'aime, que jamais plus il ne lèvera la main sur moi. C'est à partir de ce moment-là que je deviens clairement sa chose. Je suis figée par la peur, je ne peux rien faire. Je finis par quitter mon travail, ça fait trop d'histoires. Et puis un jour, j'arrive à le quitter. Mais ça devient encore pire. Je suis obligée de revenir pour le calmer. Je m'inquiète pour mes enfants. Il y a une graduation possible des éléments de protection. Et je pense que ce qui doit changer dans notre pays, c'est vraiment la façon de regarder la violence. On peut penser qu'une gifle, ça n'est pas grave. Une insulte, c'est peut-être pas grave. Sauf que, d'abord, c'est jamais une seule gifle. C'est souvent avant beaucoup de violences psychologiques, etc. Et donc, prendre en compte, au moment où la dame révèle la violence, ce qu'elle nous dit, c'est vraiment important, parce que c'est très rare qu'elle révèle dès la première gifle. Et donc, à ce moment-là, penser à interroger tout le reste, tout ce qui n'est pas dit, la violence sexuelle subie, la violence psychologique, etc. Première chose. Et puis, penser qu'il n'y a pas de petite violence. Si on veut moins de féminicides dans notre pays, il faut penser que dès les premières violences révélées, on protège. Et donc, on arrête. Parce que un des grands principes qu'il faut avoir dans la tête, c'est que les hommes violents sont dangereux et imprévisibles. Il faut avoir ça dans la tête. Dangereux et imprévisibles. Donc, on ne sait pas quand ça va tomber. Donc, protégeons d'emblée, appliquons ce qu'on appelle un principe de précaution. On le fait pour l'écologie, mais faisons-le aussi pour ce qui concerne les violences faites aux femmes. Durant le confinement, on a eu une situation notamment très, très risquée où une dame est partie de chez elle en 4e vitesse, s'est réfugiée au commissariat, et là, personne d'autre, puisqu'on est tous chez nous en train de faire du télétravail, et c'est comment cette dame, et parce qu'on se connaît tous, on s'est mis autour de cette dame et on a téléphoné, on a pu travailler ensemble. Donc on a pu à la fois contacter la magistrate qui a pu demander à la police d'intervenir à la maison,
pour pouvoir récupérer l'enfant qu'elle avait pas pu garder, puisqu'il y avait la famille de monsieur qui avait pris le bébé. Et donc là, les agents de police, sur la demande de la magistrate, ont pu intervenir chez la dame. Pendant ce temps-là, on a pu nous contacter les collègues des hébergements pour lui trouver un hébergement rapide pour elle et ses enfants. Le service social a pu trouver un moyen pour qu'elle ait un peu de financement pour pouvoir vivre pendant les prochains jours. Ce que l'Observatoire m'apporte, comme il apporte à tous les autres, c'est des clés de lecture de ce qui se passe dans la maison où règne l'agresseur et la violence, dans la rue pour combattre le système prostitutionnel, dans tous les espaces publics ou privés où les agresseurs prennent le pouvoir sur le corps des autres par la violence. Je dépose plainte, la police l'embarque, mais il ressort à chaque fois. Et puis c'est les menaces qui recommencent, les insultes. Jusqu'à cette fois où il me frappe à la tête juste devant chez moi. Alerté par les voisins, la police arrive. Je dépose à nouveau plainte. J'obtiens une ordonnance de protection. Il n'a plus eu le droit ni de me parler, ni de m'approcher. Mais malgré ça, il continue à traîner devant chez moi. En janvier 2021, j'entends mon fils crier au téléphone. « Maman, il est là, il est en train de casser la porte, viens vite !» Quand j'arrive chez moi, il est en train de hurler. « Je ne peux pas vivre sans toi, soit tu es avec moi, soit tu es morte. » Comme souvent, je n'arrive pas à le calmer. Je me retrouve à terre avec des coups. Mais cette fois, il me brise la mâchoire. Un lundi matin, je décide d'aller voir une association dans mon quartier qui fait un signalement au procureur. Et là, tout s'accélère. Dès le lendemain, j'ai une réponse. Le procureur va me remettre en main propre le téléphone grave danger. Au début, je ne suis pas très rassurée. Et puis j'ai vite compris que ça allait me sauver la vie. Je l'ai tout le temps dans la main, quand je me déplace, même pour sortir les poubelles. Je ne l'ai jamais oublié. En 2010, et c'est révolutionnaire dans notre droit français, on a pensé la protection des femmes avant la commission de nouvelles violences. C'est le sens de l'ordonnance de protection du téléphone grave danger. Si l'Observatoire a eu un tel rayonnement, c'est d'abord par sa responsable, Ernestine René. Mais je reste persuadé, je le disais comme procureur, un procureur ne fait jamais rien seul en matière de politique partenariale. Et c'est ce qui agace parfois mes collègues procureurs en disant « moi j'ai l'action publique, je m'en occupe, Non, on ne peut pas tout traiter un problème. Celui des violences faites aux femmes, on ne peut pas le traiter tout seul. On ne va pas accompagner, on ne va pas trouver un logement, on ne va pas trouver un emploi. Bref, c'est pas simplement lui éviter des coups et blessures, s'occuper des femmes en danger. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec l'Observatoire et le TGD. C'est pas simplement la fourniture d'un moyen technique, c'est aussi un accompagnement associatif de ces femmes en danger particulier. Ce que l'on fait, il faudrait que ce soit fait partout. On parle d'égalité des citoyens devant la justice, devant les droits, etc. Donc il faudrait des observatoires départementaux partout. Malgré des progrès qu'il faut saluer, on vit encore dans un système d'impunité des agresseurs et le droit d'être protégé n'est pas encore complètement mis en œuvre, ni complètement mis en œuvre de façon égalitaire sur l'ensemble de la France. Il y a quelque chose qui est pilote ici en Seine-Saint-Denis grâce à l'Observatoire, les partenariats avec les institutions, notamment le tribunal, et ça diffuse des bonnes pratiques dans toute la France, mais il faut continuer. La bataille, ça serait que toutes les collectivités territoriales se disent « ça fait partie de nos missions de défendre cette population contre les violences ». C'est une bataille politique. Penser que la moitié de la population a le droit à ne pas être tabassée, je trouve que ça devrait être une fierté politique. La lutte contre les violences ne peut pas être une histoire individuelle et forcément une histoire collective qui concerne à la fois la prise de conscience de la société tout entière de ce qu'est la domination masculine. Quand même, il faut qu'on arrive à le penser mieux dans notre société et que tout le monde se sente mobilisé et solidaire des victimes. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à penser. Souvent, on nous dit victime, c'est pas terrible. Non, mais victime, on en sort. C'est ça notre objectif. J'ai déclenché le téléphone une première fois le 20 juin. La police était sur les lieux en 6 minutes. La seconde fois, je recevais des messages de menaces avec un portable depuis sa cellule. Je l'ai déclenché parce que j'ai eu peur qu'il revienne.
La police m'a rassurée et a vérifié que j'étais en sécurité. J'ai enfin l'impression d'être prise au sérieux. À la maison, on réapprend à vivre normalement depuis qu'on nous a trouvé un nouvel appartement. Dans 15 jours, je commence un nouveau travail. Pour l'instant, je garde encore le téléphone, ça me rassure, mais j'ai plus peur de lui.